Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur l'AMP et le travail, pour des entreprises fertility friendly. Le sujet de l'AMP et du travail, c'est un sujet que l'association collective BAMP porte depuis sa création. C'est un des premiers dossiers qu'on a pris en main parce que il faut rappeler qu'avant 2016, les personnes qui étaient dans des parcours d'AMP, pour leur grande majorité, étaient obligées de poser des congés ou essayer de bidouiller un peu pour pouvoir assurer à la fois le parcours d'AMP et leur activité professionnelle. Donc ce webinaire, il va être animé par 4 personnes. Donc je vous remercie. Il y a Marie Turc qui est là, et donc qui est la lead erg famille, anglais, français, famille chez Microsoft France. Il y a Fatoumata Ali, donc qui est la cofondatrice de Ninti, donc qui est une entreprise, une start-up qui est engagée pour la santé des femmes et notamment comment la santé des femmes peut être considérée dans les entreprises. Il y a aussi Monsieur Arnaud Lacan. Donc, vous êtes professeur de management et vous êtes responsable dans une école business school Schema, c'est ça? Donc, vous êtes spécialiste en éthique, non, en éthique managériale et en responsabilité sociale des entreprises. Et puis, il y a aussi donc Maëva Olive, qui est bénévole du collectif BAMP et qui va nous présenter une étude donc, qui a été menée au mois de septembre, une étude qui s'intitule Infertilité, AMP et travail, qui a été construite en partenariat avec Fertility Matters at Work, This Can Happen et Fering. Et c'est une étude qui est très importante parce que c'est la première fois qu'on interroge à la fois les entreprises et les salariés. D'un point de vue technique, parce qu'il y a toujours un peu de technique dans les webinaires, les spectateurs vont avoir la possibilité de poser des questions, donc soit dans le chat, soit dans l'espace questions et réponses. Dans un premier temps, les intervenants vont pouvoir présenter le sujet qu'on a souhaité qu'ils abordent. Et n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. On répondra à toutes les questions. Je laisse la parole à Maëva, qui va donc nous présenter cette étude qui est très importante pour nous, fertilité, AMP et travail. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon PowerPoint. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Oui, 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 on voit bien. Alors, merci d'être présent aujourd'hui, effectivement, pour un sujet qui est encore trop peu visibilisé dans le monde du travail, l'infertilité et les parcours d'assistance médicale à la procréation. Effectivement, avec le collectif BAMP, si nous avons voulu mener cette grande enquête, c'est pour une raison simple. Aujourd'hui, l'infertilité touche un couple sur quatre. Donc, quand on essaie de prendre la mesure de ce chiffre, on comprend vite qu'il ne s'agit pas d'un sujet marginal ou juste intime ou juste privé. Derrière ce chiffre, potentiellement, ça touche des milliers de salariés qui, chaque jour, finalement, tentent de concilier à la fois leur parcours professionnel et leur parcours AMP. Et c'est très complexe. Il y a beaucoup de fatigue, d'espoir, d'impact de ces parcours sur la vie en général et en particulier sur la vie professionnelle. Et avec nos partenaires étrangers, parce que cette étude est internationale, j'y reviendrai, Fertility Matter at Work, Viscanapen et Fering, on a voulu objectiver cet impact réel de l'AMP sur la vie professionnelle, à la fois du point de vue salarié, mais jusque-là, il y avait déjà eu des études qui ont été faites. La nouveauté de cette étude, c'est elle est miroir, elle apporte ce prisme salarié, mais aussi employeur, parce que c'était important de les impliquer et de faire un état des lieux d'aujourd'hui de ce qui se fait dans les entreprises pour justement sensibiliser davantage celles-ci. Donc cette étude, elle a été menée en parallèle dans 5 pays aussi, au UK, en Pologne, au Japon, en Australie et Singapour, qui donnera lieu à un rapport comparatif le 26 novembre. Et donc l'objectif, c'est vraiment de donner un regard comparatif à l'échelle internationale pour sensibiliser de manière très large sur le sujet. Et donc l'objectif de notre étude aussi, c'est voilà, de briser le silence à grande échelle sur ces enjeux et d'engager les entreprises à agir. Donc aujourd'hui,
Je vais vous partager une synthèse de ce rapport. Je vous inviterai effectivement à, voilà, à nous recontacter pour télécharger le rapport détaillé. Des témoignages aussi qu'on a reçus. On a reçu énormément de témoignages sur le sujet et aussi des leviers d'action côté entreprise pour mieux agir. Donc le rapport complet de l'étude sera disponible à partir du 26 novembre. Et je précise, les chiffres que je vous partage aujourd'hui sont sous embargo jusqu'à cette date. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas les partager autour de vous. Un premier point déjà de contexte. Que dit la loi aujourd'hui? Aujourd'hui, les salariés en parcours d'AMP ont droit à des autorisations d'absence pour réaliser les examens médicaux nécessaires et leur conjoint à 3 examens par parcours. Et l'employeur n'a pas le droit de les refuser et doit maintenir la rémunération. Et il y a une protection aujourd'hui aussi contre les discriminations. Donc c'est important de faire un point sur cet état de droit quelque part parce qu'on le voit dans notre étude. Finalement, ce sujet de droit est mal connu et mal exercé. Et donc c'est un point sur lequel on reviendra et qui est important, parce qu'il y a d'autres pays, d'ailleurs, on le verra dans le rapport le 26 novembre, où il n'y a pas ces droits. Donc c'est important de le rappeler. Donc un point sur la méthodologie. Donc cette étude, je l'ai dit, elle est pionnière par son double prisme, à la fois salarié et employeur, mais surtout, je voulais vous le partager aujourd'hui, il y a un échantillon qui est très représentatif, puisqu'on a eu plus de 1000 salariés qui ont répondu au questionnaire et près de 200 employeurs qui ont répondu au questionnaire employeur. Alors, premier constat, les parcours d'AMP ont un impact considérable sur la vie des salariés concernés. À la fois un impact à tous les niveaux, on le voit à la fois sur la santé mentale, 78% des répondants rapportent un impact significatif sur leur santé mentale, 60% sur leur santé physique, 71% sur leur performance au travail. Point aussi important, c'est que les parcours AMP ont influent sur les relations professionnelles pour 48% d'entre eux, qui mènent souvent à un isolement ou une forme de culpabilité. Et donc, du coup, on n'ose plus interagir comme on le souhaiterait. Et un impact significatif sur la carrière pour 50% d'entre eux. Et chiffre vraiment alarmant, 41% envisageaient ou envisageaient de le faire ou ont quitté leur emploi dans le cadre de leur parcours AMP. Je vous partage effectivement des témoignages qu'on a reçus, quelques verbatim. Typiquement, une salariée qui nous dit « Les traitements m'ont épuisé physiquement et émotionnellement. Aller travailler certains jours, relever du défi. » Donc, ça révèle à quel point cela peut être complexe. Sur le sujet aussi de l'impact sur la carrière, on a eu beaucoup de témoignages de discrimination. Alors voilà, c'est les gens qui le déclarent, on n'a aucun moyen de le vérifier, mais voilà, cette salariée nous dit à partir du moment où j'en ai parlé, je n'ai plus aucune promotion ni augmentation, j'ai été mise au placard. Deuxième constat aujourd'hui, c'est que l'infertilité et la MP au travail restent un tabou qui persiste. Malgré le fait, c'était un chiffre assez étonnant, je dois le dire, parce qu'on s'attendait plutôt à ce que les salariés n'osent pas en parler. On a 85% des salariés qui disent avoir informé quelqu'un au travail de leur parcours AMP. Alors en majorité, le manager, mais aussi leurs collègues. Pour autant, ils sont 59% à avoir eu des craintes à en parler. Donc il y a toujours cette appréhension. Et seuls 39% des salariés qu'on en parlait se sont sentis soutenus au travail, donc ce qui révèle quand même que le climat de confiance n'est pas au rendez-vous. Et il y a voilà, on a eu dans les témoignages qu'on a reçus, on a vraiment des peurs face à ce tabou qui persiste, à la fois la peur du jugement et de la stigmatisation. Typiquement, je vous ai mis quelques verbatim, la peur du regard de l'autre, d'être mise à l'écart, qu'on me voit comme moins performant, ou encore la peur des conséquences professionnelles. Certains déclarent qu'on m'a refusé un poste de directrice à cause de mon parcours, je n'ai plus d'évolution salariale à partir du moment où j'en ai parlé, ou encore plus loin, la peur d'être incompris ou des remarques déplacées. Typiquement, tu es sûr que c'est pas parce que tu es trop stressé? Ben, en fait, c'est très compliqué quand on est en parcours de recevoir ce genre de remarques. Et effectivement, ça peut contribuer
a généré voilà, cette crainte de verbaliser son parcours AMP plutôt que d'avoir un climat de confiance et de sécurité qui permettrait aux gens de le verbaliser. Malgré tout ça malgré tout ce que je viens de vous dire, il y a un manque d'accompagnement et un sujet très peu pris en considération dans les politiques RH aujourd'hui des entreprises. Heureusement, Marie Turc de chez Microsoft est là aujourd'hui. Il y a des entreprises qui s'engagent, mais en majorité, malheureusement, non. Les employeurs reconnaissent l'importance du sujet. Pour 77% d'entre eux, ils reconnaissent que l'AMP est un événement de vie important, marquant, que c'est un levier potentiellement, quand on agit en soutien de la fertilité, un levier d'attractivité. Dans leurs témoignages, ils ont constaté effectivement une fatigue accrue, un manque de concentration parfois, le fait que les salariés en parcours d'AMP sont perturbés ou plus fatigués ou moins concentrés. Pour autant, seulement 35% d'entre eux déclarent avoir une politique RH ou des mesures sur ce sujet. Donc, ils sont vraiment une minorité. Et quand on leur demande s'ils prévoient de mettre en place une politique ou des mesures sur le sujet, ils sont 51% à nous dire non et 19% à nous dire je ne sais pas. Donc, ce qui n'est pas un sujet qui est prévu. Et fait vraiment qui, moi, m'a beaucoup alarmé, c'est qu'aujourd'hui, il y a 39% des entreprises qui déclarent ne pas appliquer les autorisations prévues par le droit du travail, par manque d'information aussi. Mais aujourd'hui, il y a un cadre légal qui est posé. Il y a quand même 39% des entreprises, en tout cas des personnes qui ont répondu au questionnaire employeur, qui déclarent ne pas les mettre en place, ce qui est interdit par la loi. Et au-delà de ça, 74% des entreprises interrogées ne proposent pas de formation pour les personnes encadrantes, ce qui ne permet pas d'agir en ce sens. Un verbatim que je trouve qui est révélateur de ce sujet par un employeur, le manque d'informations sur ces sujets est le principal problème. C'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on organise ce webinaire et qu'on a fait cette étude, c'est qu'il y a un enjeu de sensibilisation, d'information sur ces sujets pour que les entreprises le prennent en main et mettent en place une vraie politique d'accompagnement, de sensibilisation et d'information sur ces sujets. Enfin, constat numéro 4 et dernier, les entreprises qui agissent en retirent des bénéfices, celles qui n'agissent pas en subissent des conséquences importantes. En effet, on constate précédemment un décalage majeur entre ce que vivent les salariés et entre ce que mettent en œuvre les employeurs. Et ce décalage nourrit un cercle vicieux qui coûte à l'entreprise si elle n'agit pas. On le voit, faute d'informations, de soutien, de cadres, les salariés peuvent s'isoler. 41% des salariés ont quitté ou envisagé de quitter leur emploi. 66% des personnes interrogées disent avoir posé des arrêts maladie. C'est dire à quel point ça a un impact important. Voilà, et qui dit arrêt maladie dit absence. Qui dit absence dit aussi coût pour les entreprises. Et donc, il y a un véritable enjeu coût et performance pour l'entreprise, surtout quand on sait effectivement, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans une autre étude, mais que le coût moyen du désengagement et du mal-être au travail est de plus de 14 cas par an et par salarié, que le coût d'un burn-out est de 77 cas en coût direct, et qu'effectivement la démission d'un employé ou son remplacement a aussi un impact financier considérable. Et pourtant, quand l'entreprise agit, on le voit, les bénéfices sont directs puisque les salariés qui se sentent soutenus plébiscitent ces entreprises. Pour 61% des salariés, ils seraient beaucoup plus attirés par les entreprises offrant un soutien à la fertilité. Donc, il y a un enjeu aussi d'attractivité en s'engageant sur ces sujets. Et pour 51% d'entre eux, un soutien aurait un impact positif sur leur santé mentale. Donc, il y a des bénéfices certains côté salarié, en tout cas, à agir. Et du point de vue de l'employeur, ils sont 88% à considérer que c'est un levier d'attractivité de nouveaux talents, 77% à considérer que agir en faveur d'un soutien à la fertilité permet d'engager davantage les collaborateurs, et 79% à considérer que ça permet de retenir les employés. Donc il y a vraiment des leviers positifs, créateurs de valeur pour les entreprises à agir. Il ne s'agit pas juste d'agir pour, d'un point de vue image, dans un objectif d'RSE, c'est aussi pour contribuer à la performance et à la création de valeur de l'entreprise.
Et donc, effectivement, l'infertilité, l'AMP n'est pas qu'un problème personnel. Les entreprises qui agissent aujourd'hui améliorent le bien-être des salariés et leur performance, qui permet, comme je le disais, aux employeurs d'améliorer leur attractivité et leur capacité à fidéliser les talents. Et donc, comment agir? Effectivement, pour nous, il y a vraiment cet enjeu que l'entreprise voilà, devienne un peu d'un obstacle à un espace refuge, que vraiment voilà, on crée un climat de confiance, d'accompagnement dans lequel les salariés en parcours d'AMP se sentiraient suffisamment à l'aise et accompagnés voilà, pour améliorer leur qualité de vie au travail. Et donc, trois leviers pour nous. Il y a un enjeu de définir un cadre et une politique RH claire en la matière. Euh, Aujourd'hui, voilà, ces problématiques-là ne sont pas prises en compte. Et pour nous, il faut vraiment que les entreprises mettent en place une politique spécifique sur le sujet où elles précisent et elles clarifient ce qui est mis en œuvre en termes de mesures spécifiques, ce qui est possible en termes d'aménagement du temps de travail, que ce soit l'usage voilà, du télétravail. Est-ce qu'il y a des jours de congés offerts en plus en supplément des autorisations d'absence? Bien entendu, mettre en place ces autorisations d'absence et les exercer, qui est la base de la loi du travail, enfin le cadre du travail. Et effectivement, préciser pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que ça ne soit pas juste voilà, à la charge du manager, mais que ça soit vraiment une politique entreprise respectée, partagée par tous. Bien entendu aussi, informer et communiquer clairement sur ce sujet. Alors, je ne vous ai pas partagé tous les chiffres de cette étude, mais on le voit qu'il y a un manque cruel d'informations sur ce sujet, que c'est mal communiqué pour l'entreprise. Et donc, il y a un enjeu effectivement de sensibilisation de tous les salariés de l'entreprise à travers potentiellement la mise en place d'événements de sensibilisation annuels, la création d'une page ressources internes dédiée à ce sujet. Un point très important, c'est la formation des personnels encadrants, donc des managers, des RH, pour qu'ils comprennent les impacts des parcours d'AMP, le cadre légal, qu'on les forme à bien accompagner les salariés, mais aussi des actions spécifiques auprès de la médecine du travail et des syndicats représentatifs qui eux aussi peuvent être leviers dans les négociations pour proposer des mesures supplémentaires dans les politiques RH des entreprises. Et enfin, désigner un référent sur le sujet, c'est important. Alors là, je vous ai cité l'exemple de Microsoft, mais Marie y reviendra, de comment, dans certaines entreprises, il y a des communautés animées par des salariés sur ces sujets spécifiques qui créent ce climat de confiance et dans lesquels il y a un référent fertilité qui permet de driver justement les salariés qui ont des questionnements sur ce sujet, en tout cas de centraliser. Et bien entendu, se faire accompagner par des acteurs spécialisés, bah, bien entendu comme le collectif BAMP, où là, aujourd'hui, Ninti est là aussi, qui accompagne globalement sur le sujet santé femmes. Voilà, je pense qu'il est important sur ces sujets mal connus, encore tabous, de se faire accompagner par voilà, des personnes qui ont cette expertise et ce recul pour mettre en place les actions que nous avons recommandées. On compte sur vous, merci beaucoup. Merci Maëva. Alors justement, on va donner la parole à Fatoumata parce que l'étude montre que les droits existent, mais finalement, dans un certain nombre d'entreprises, il est encore difficile de le faire connaître ou appliquer. Donc là, c'est autre chose. Et avec l'expérience que tu as d'aller sensibiliser les entreprises pour qu'elles proposent quelque chose à leurs salariés. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre? Et et quand ça se met en œuvre, comment ça se passe? Merci beaucoup, merci Maëva, merci Virginie et à tout le monde pour l'inscription et bravo pour ce travail. Je pense que c'est la première fois que je vois un travail aussi avec une rigueur assez incroyable, donc un immense merci pour ça. J'ai envie de dire, Ninti, on a monté la boîte il y a 4 ans, en octobre 2021. Et je pense que, c'est pas je pense, c'est je constate qu'il y a, des évolutions qui se font de manière très timide, mais qui sont présentes, mais qu'on n'est pas encore là. On n'est pas encore là parce que, les entreprises, en tout cas nous, quand on échange avec les entreprises, on se rend bien compte que entre le moment où on va arriver dans l'entreprise, où on va
commencer à avoir des conversations sur comment intégrer la santé des femmes dans les process RH, soutenir les collaborateurs et les collaboratrices, sensibiliser, créer cette prise de conscience. Et le moment où ils font vraiment appel à nous pour implémenter des solutions concrètes, ça peut prendre plusieurs mois. Et on a entre 3 et 6 mois, sans aucune exagération, où on passe vraiment du temps à sensibiliser les RH et Mhm. à contribuer à une forme de réassurance. Ce qui revient très souvent, c'est on a peur de discriminer, on a peur de stigmatiser, on a peur sur ces sujets intimes de peut-être donner quelque part des outils pour ne pas voilà, permettre à une femme d'avoir la promotion qu'elle mérite. Ouais. Bien sûr, tous ces messages sont complètement, on peut les entendre et en même temps, on a aussi des fois des DRH ou des personnes côté RH, diversité, inclusion qui peuvent nous dire, mais votre sujet, c'est la boîte de Pandore. Une fois que j'ouvre, euh, la phrase qui revient le plus souvent, c'est, mais quand est-ce que ça s'arrête? Avec Mhm. cette perception que ce n'est pas à l'entreprise de porter ces sujets intimes, en fait, au sein de leurs collaborateurs, en tout cas au sein de la culture, avec un soutien aux collaborateurs et aux collaboratrices. Et en même temps, après tout ce travail d'éducation, à un moment, il y a une évidence, une réalisation que, mais c'est quand même un sujet. Je vois quand même que j'ai plusieurs collaboratrices. Je dis collaboratrices parce que c'est majoritairement les femmes sur les prises de rendez-vous, les absences qui vont être touchées qui ne viennent pas ou qui s'arrêtent très longuement, qui ont parlé de leur parcours PMA, mais on voilà, ne souhaite pas forcément que ça se sache. Et on sent que ce temps de prise de conscience, c'est un temps qui n'est pas du tout adapté au vécu des personnes qui, elles, sont dans une urgence et dans une détresse du moment. Et qui en même temps doivent continuer à délivrer, doivent continuer à être productives et performantes, sans vraiment avoir l'espace pour pouvoir aussi partager, si il ou elle le souhaite, voilà, cette organisation qui est une organisation contraignante. Donc, ce qui marche le mieux souvent, c'est voilà, c'est d'avoir cette politique de petits pas. Et en même temps, quand on est une petite entreprise, on n'a pas forcément toujours le luxe d'attendre le changement. Donc, il y a aussi un moment où nous, on fait les choix d'aller parler aux personnes qui comprennent et de se dire, ben, on ne va pas passer 6 mois à convaincre sur une évidence ou à faire ce temps de prise de conscience. Et c'est là que je trouve que la mission du collectif BAMP est vraiment exceptionnelle parce qu'il y a un immense travail de sensibilisation, de prise de conscience à faire auprès de cette démographie managériale qui sont principalement les RH et les managers. Et par contre, quand on va parler directement aux personnes qu'on appelle les champions et les championnes, c'est-à-dire c'est les personnes qui nous permettent de passer de 3 à 6 mois de sensibilisation, d'éducation à on a un problème et on veut des solutions et on active tout de suite quelque chose. On active un webinaire, on active une formation de manager, Mhm. on active, on avait fait un programme pour une entreprise dans la tech où c'était des groupes de parole avec des ambassadeurs. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas tout de suite touchées par le sujet, qui l'ont peut-être été par le passé, qui disent, bah, nous, on aimerait pouvoir être des sortes de référents parce qu'on peut comprendre que comme il nous est arrivé, on ne voulait pas en parler au manager, on ne voulait pas en parler au RH. Et ça, c'est assez chouette parce que c'est des entreprises qui vont aller assez vite avec des champions et des championnes qui ont le pouvoir de décision sur le budget, qui comprennent la problématique, donc on n'a pas à les convaincre de la problématique et, euh, et qui ont aussi une culture de la donnée. Ça, je l'ai remarqué, les champions et les championnes ont souvent une culture de la donnée. Elles vont arriver et elles vont nous dire, voilà, cette année, sur ma démographie féminine, je vois que j'ai X% d'absentéisme. Et en même temps, on a une très bonne mutuelle, on offre énormément d'avantages sociaux, etc. Donc, je sens qu'il y a un sujet qui m'échappe et je pense que c'est lié à la santé. Donc, D'accord. ils vont pas tout de suite vers des sujets de fertilité, mais ils vont se dire, on sent que ce sujet santé est un sujet présent et que chez les femmes, on voit Mhm. bien qu'il y a des spécificités qui font que, bon,
elles vont s'absenter ou voilà, sortir à un moment du monde du travail ou se mettre en arrêt prolongé. Et elles se sentent, c'est souvent d'ailleurs des femmes, même si on a aussi des hommes qui sont des champions, elles se sentent vraiment prises par le sujet et elles veulent faire en sorte de réajuster, rééquilibrer et transformer l'organisation. Donc pour répondre, c'est une réponse un peu longue, mais Non, 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 ça mais évolue timidement, mais je sens une accélération et je ne sais pas si vous la sentez aussi depuis à peu près 1 an et demi, une prise de conscience qui est liée un peu au débat sur la démographie et la natalité, donc qui est pris par un prisme fondamentalement économique et de retraite, en fait, très basique, mais qui pousse quand même certains décideurs à se dire, tiens, il faut que je regarde ce sujet. Voilà, donc notre espoir, c'est que dans 5 ans, on n'ait plus à convaincre que c'est un sujet et à travailler avec le plus grand nombre de personnes qui comprennent qu'en fait, on n'a pas d'autre alternative que voilà, d'intégrer des bonnes pratiques que Maëva a listées, des politiques claires, écrites sur les absences, de faire respecter la base légale, ce qui est le minimum, et on voit que ce n'est pas encore le cas, d'avoir des référents RH si informés, formés, voire des ambassadeurs qui sont peut-être pas liés au management. Et je pense que j'ai bon espoir que c'est le sens de l'histoire et que ça va aller vers ça. bah, merci. C'est vrai que depuis 2, 3 ans, le sujet de la santé des femmes est un sujet qui devient, enfin, qui émerge un peu plus avec tout un tas d'actions et de choses qui sont proposées autour de ça. Donc, il y a peut-être cette approche-là. Donc là, si j'ai bien compris, il y a un peu 2 grands axes. Les entreprises qu'il faut sensibiliser à la sensibilisation sur les sujets de santé. Et puis des entreprises qui, voilà, ont saisi quelque chose et se disent, tiens, il faut qu'on mette là tout de suite maintenant quelque chose en place. Absolument. Et Marie, je la mettrais dans le volet championne, clairement. C'est des profils qui permettent de gagner du temps en sautant l'étape de l'éducation et de la prise de Hmm. conscience. D'accord. Alors, Arnaud Lacan, donc vous avez une approche plus éducative, puisque vous formez justement des managers ou des futurs managers. Donc, comment est-ce qu'on peut, à ce niveau-là, à ce premier niveau de formation, faire entrer ces sujets? Est-ce que vous avez des solutions ou des projets justement sur cet aspect-là pour contribuer aussi à l'évolution sociétale? Des projets, oui, des solutions, des pistes en tout cas. Alors, je précise, Virginie, que moi je suis professeur à Cage Business Oui, School. oui, Non, mais Cage. on a des rapports très, très Cage confraternels avec ça, Business mais School. à Cage que j'enseigne. Alors, je dirais 2 choses. D'abord, en termes de messages à porter, autant auprès des étudiants que des managers que nous formons dans le cadre de la formation continue ou des dirigeants que nous accompagnons, la première chose à faire, c'est de mettre en perspective la santé des femmes avec une modification profonde de l'univers du travail. Je veux dire par là que nous sommes en France, on le sait, parmi les plus mauvais élèves de l'épanouissement au travail et que ça ne peut pas durer. Or, aujourd'hui, on sait que les entreprises doivent adopter, pour engager leurs collaboratrices, leurs collaborateurs, une vision beaucoup plus holistique de ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce que nous sommes à la maison et ce que nous sommes au travail. Et donc, à la question qui était posée tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimée, ça s'arrête où tout ça? Mais ça ne s'arrête pas. Il n'y a pas de rupture définitive entre la personnalité intime et la personnalité professionnelle. Par conséquent, la problématique de la santé en général et de la santé des femmes en particulier doit s'imposer dans l'entreprise à travers non seulement la RH, mais aussi le management. Donc la première chose, c'est ça, arrêter d'avoir une séparation artificielle et considérer les collaboratrices et les collaborateurs dans une vision holistique de ce qu'ils sont et ne pas leur demander de laisser le perso rester à la maison comme on l'a pu faire. Donc, il y a un gros travail de sensibilisation en amont à faire. Ensuite, en aval, dans les entreprises, nous, on mène, avec une équipe de chercheurs, on a mené pas mal
de travaux, et on s'est aperçu qu'il y avait un enjeu d'abord de confiance et d'engagement pour les entreprises, mais il y avait également aussi un enjeu un peu plus macroscopique et presque éthique de respect des principes de santé au titre de la diversité et de l'inclusion. Et nous sommes aujourd'hui dans un moment, et c'est très positif pour nos sujets, où on parle beaucoup de situations sensibles, d'équité, de diversité et inclusion. Ces thèmes étant en fait des thèmes socles sur lesquels on peut s'appuyer pour faire bouger les choses. Alors pour les entreprises, quoi leur dire? Ben, tout simplement que si, et ça, je ne vais pas revenir parce que ça a été développé par Maëva et les chiffres qu'on avait, nous, étaient à peu près les mêmes que celles qu'elle a présentées, et un peu moins bon, ce qui irait dans le sens de ce qu'évoquait Fatoumata quand elle disait ça s'améliore. Mais quand même, les personnes en parcours démissionnent massivement, n'osent pas parler. Donc, il y a une rupture du lien de confiance entre les collaborateurs et collaboratrices et l'entreprise. Ce qui va avoir évidemment des impacts importants sur la performance. Et même si ça peut paraître un peu cynique, il ne faut pas avoir peur de sensibiliser l'entreprise sur tout ce qu'elles perdent en n'étant pas dans l'écoute et dans le soutien des personnes qui sont confrontées à ces problématiques de santé. Et ce qu'on a évoqué, on le retrouve tout à fait dans les études, et nous, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est qu'il faut absolument que, bien sûr, la fonction ressources humaines se mette aux normes légales, ça a été dit, mais il faut également qu'il y ait une culture. Ah, Arnaud, Je crois on que vous a perdu. Arnaud. Moi, Oui. j'avais justement une question parce que je me dis pourquoi est-ce qu'on en est, pourquoi est-ce que les entreprises euh, mettent autant à distance justement cette articulation entre la vie privée et la vie personnelle? Qu'est-ce qui nous a amené à être dans cette situation-là en fait? Enfin, je sais pas si Arnaud a la Bah, réponse. un élément de réponse, ça a été que par culture, pendant des décennies, voire des siècles, le travail a été la valeur structurante majoritaire dans la société Hmm, contemporaine occidentale. Donc, on ne contestait pas le travail, et il primait. Or, aujourd'hui, on voit bien que ça ne peut plus fonctionner, d'où cette approche holistique. d'accord. Donc ça c'est un élément de réponse. Donc c'est à ça qu'il faut sensibiliser les entreprises en leur disant, vous devez avoir une approche de vos collaboratrices et de vos collaborateurs globale. Ce qui se passe en dehors du travail vous regarde aussi, parce que ça a un impact sur le travail. Et l'impact en termes de qualité de vie et des conditions de travail et en termes d'engagement est très très important. Et en fonction du soutien que l'entreprise, via la RH et le management, apporte ou non, Hmm. les collaboratrices et collaborateurs sont plus ou moins engagés, plus ou moins loyaux. Et donc, c'est finalement un plus pour tout le monde. Ok. Et si je peux rebondir sur la question de Virginie, ça m'a fait penser à une conférence que j'ai faite pour un réseau d'avocats. Et une des avocates nous disait justement qu'historiquement, et je pense qu'on peut le transposer à énormément de métiers, même si ce n'est pas forcément des métiers de la révolution industrielle, mais qu'historiquement, il fallait qu'un avocat, parce que le métier était interdit aux femmes, ait une notion de disponibilité continue. Ah oui. Ça ne pouvait qu'être qu'un homme, puisque les femmes étaient à la maison à s'occuper des enfants. Hmm. Et la première avocate, justement, à avoir réussi à passer le barreau, a eu une horde d'hommes qui s'étaient opposés, justement, à son accessibilité à la fonction. Donc, je pense qu'il y a vraiment un héritage beaucoup plus présent qu'on ne le pense dans nos organisations de manière générale, qu'on soit dans des métiers de service ou d'industrie, en fait. Oui, on est encore sur un héritage dont il va falloir se passer donc, pour proposer quelque chose de nouveau. Euh,
Marie Turc, est-ce que Oui. vous pouvez nous parler justement d'une entreprise qui fonctionne dans cette approche inclusive, bienveillante, qui considère l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle comme un sujet important? Oui, oui, tout à fait, Virginie, et merci à Fatoumata et à Arnaud. Et je vais justement rebondir sur les propos d'Arnaud par rapport à la culture d'entreprise, que je pense que c'est vraiment le socle aujourd'hui dans l'entreprise de Microsoft. S'oriente vraiment vers des grands principes et des grandes valeurs d'entreprise. Et justement, je pense que tout ce que nous pouvons mettre en place aujourd'hui dans l'entreprise se base, Arnaud parle de socle sur lequel on peut s'appuyer, se base justement sur la diversité et inclusion au sein de l'entreprise. Et donc chez Microsoft, la diversité et inclusion est un principe très important au niveau de la famille, au niveau de la diversité, du handicap, de la différence, etc. Et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'entre guillemets, Microsoft est un exemple. Et on n'est pas parfait par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Il y a plein de choses encore qu'on peut mettre en place. Chez Microsoft, on n'a pas tout fait. Tout n'est pas en place. Mais en se basant sur ces principes de diversité et d'inclusion, en se basant sur ce socle, en se basant sur notre culture d'entreprise, eh bien, on avance à petits pas, comme l'évoquait Fatoumata tout à l'heure. Et je vais peut-être commencer par ça. Puisqu'en fait, effectivement, il y a toutes les politiques qu'on peut mettre au niveau RH, et j'en parlerai plutôt dans un deuxième temps, qui peuvent paraître complexes, coûteuses, laborieuses et parfois un petit peu, oui, compliquées pour les ressources humaines à se dire bah, jusqu'où on va et jusqu'où on ne va pas. Et finalement, chez Microsoft, on se base sur des initiatives qu'on appelle Employee Resources Group, donc ERG ou Inclusion Network, peu importe le nom qu'on leur donne. Moi, j'aime bien appeler ça des initiatives, surtout quand on parle en français. On se base sur des initiatives qui sont portées par des employés, des salariés, des managers motivés et impliqués. Et ça commence par quoi, ces petits pas? Par de la sensibilisation et de l'information. Et en fait, nous, au niveau de l'ERG Famille dont parlait Maëva tout à l'heure, c'est un peu comme ça qu'on a démarré il y a quelques années, en se disant, bah, il y a déjà plein de choses qui existent et qui sont à la disposition des employés, mais il faut juste qu'ils sachent que ça existe. Donc, comment on leur met à disposition au travers de SharePoint, de documents partagés, de livrets de la parentalité dont parlait aussi Maëva tout à l'heure, comment on utilise tous nos outils d'entreprise pour simplement informer et sensibiliser. Et bien évidemment que les RH sont informés de cette partie-là, mais ça passe surtout par une communauté de référents, des gens engagés qui, comme le disait tout à l'heure Fatoumata, peuvent être des ambassadeurs parce que ils l'ont vécu. Chez Microsoft, on appelle ça aussi des alliés, parce que c'est pas, voilà, ça peut être effectivement simplement des gens qui l'ont vécu ou un membre de leur famille l'ont vécu, et que les employés qui ont besoin d'en parler ou non, parce qu'on l'a beaucoup entendu là depuis le démarrage de la conférence. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas forcément besoin d'en parler. Il y avait une question dans le chat aussi qui disait, est-ce que je peux en parler qu'aux ressources humaines et pas forcément à mon manager? Et en fait, c'est ça aussi qui est important, c'est pouvoir laisser le choix aux employés de la personne avec qui ils ont envie d'en discuter, la personne à qui ils peuvent s'adresser. Donc ça passe par ça d'abord chez Microsoft, ça part par des référents identifiés qui se déclarent, qui sont présents et qui peuvent être effectivement disponibles et à disposition des gens qui ont besoin d'en parler. Ça passe aussi effectivement, on parle d'information et de sensibilisation par des conférences. On organise chez Microsoft de manière régulière, pardon. Donc là, on en fait beaucoup en ce moment parce que c'est le mois de l'infertilité. Donc, on passe par des conférences avec des intervenants extérieurs, avec des choses parfois à distanciel. On fait aussi parfois des conférences en présentiel avec des gens qui peuvent parler du sujet pour montrer simplement que le sujet n'est pas tabou. Je crois qu'on parlait de tabou tout à l'heure. En fait, c'est ça aussi, c'est que pour permettre et aux employés d'oser en parler, il faut juste démontrer dans l'entreprise que le sujet n'est pas tabou. Et pour ça, je tiens à dire que il faut le buy-in et l'approval du comité de direction, mais on n'a pas forcément besoin des ressources humaines pour mettre tout ça en place. Et je pense que nous, on a commencé effectivement par ces petits pas, et donc au travers de communautés. Alors, on a aussi une communauté au niveau worldwide qui s'appelle GLIF, hein, qui est Pregnancy Complication and Loss and Fertility, puisqu'on traite aussi dans notre ERG famille le deuil périnatal. On adresse aussi tous les types de parentalité, ce qui peuvent être effectivement bah, les familles classiques, les familles monoparentales. Et l'idée, c'est voilà, de montrer chez Microsoft que les gens ne sont pas seuls et que s'ils ont envie d'en parler, il y a plein de choses à leur disposition pour le faire. Et je pense que ça, c'est la force aujourd'hui de cette initiative et du collectif qu'on peut avoir chez Microsoft, c'est la communication, les référents,
et être toujours présent pour voilà, informer en interne et en externe. Après, bien évidemment, il y a beaucoup de choses aussi que j'ai entendues aujourd'hui, c'est comment ben, on implique les ressources humaines et en utilisant des choses qui sont légales, puisqu'il y a plein de choses effectivement qui sont légales et qu'on peut mettre en place, qui demandent peut-être un petit peu plus de temps. On a par exemple chez Microsoft une salle dédiée spécifique qui peut être autant utilisée pour les jeunes mamans pour l'allaitement ou pour effectivement des personnes qui ont besoin de pratiquer des soins dans toute intimité. Et donc, on a cette salle à disposition des employés qui effectivement était peu connue par le passé, que grâce à notre initiative, on a aussi mis en avant et relayé un petit peu l'information un peu partout. Et puis après, effectivement, on a par exemple des jours de congés supplémentaires euh, qu'on peut utiliser en cas de décès d'un proche, mais qu'on peut utiliser aussi en cas de fausse couche ou d'interruption de grossesse non prévue. Donc ça, c'est des choses effectivement qui sont mises en place. Et on continue à travailler effectivement avec toutes les évolutions qu'il peut y avoir par rapport à la loi, avec les ressources humaines, cette partie-là, qui sont des choses qui peuvent être effectivement un peu moins faciles à mettre en place dans un premier temps. On a toujours besoin d'accords. Je rappelle que nous, en plus, nous sommes un groupe international, donc il y a aussi pas mal de choses qu'on a besoin de faire valider au niveau de la corporation. Donc ça, c'est important. En revanche, une chose qui a été dite aussi, je crois que ça a été dit par Arnaud, mais aussi par Maëva beaucoup dans l'étude, c'est que notre direction et les ressources humaines ont bien compris que c'était une manière aujourd'hui aussi effectivement de conserver nos talents, de garder un environnement vie privée, vie professionnelle agréable pour tous. Et là où je suis d'accord avec Arnaud, c'est qu'il n'y a pas de coupure. Aujourd'hui, il n'y a plus de coupure dans le monde dans lequel on vit entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et que l'entreprise, je pense, en tout cas Microsoft, a bien compris ce besoin-là. Et donc, effectivement, c'est comment on peut conserver nos talents, comment on peut éviter d'avoir des arrêts maladie à répétition, et comment on peut aussi, dans le cadre de notre marque employeur, accueillir de jeunes talents, puisque c'est quelque chose aujourd'hui qui est très important aujourd'hui pour la nouvelle génération, d'avoir une entreprise qui leur permet d'avoir un équilibre vie personnelle, vie professionnelle, ben, en adéquation avec leur culture, leurs valeurs et leur envie de vivre dans leur quotidien. Donc ça, c'est aussi très important. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui a été effectivement bien compris et qu'on essaye effectivement dans le quotidien bah, d'implémenter. Le point qui nous reste, je l'ai beaucoup entendu aujourd'hui, le point sur lequel on souhaite encore travailler, c'est la sensibilisation manager. Ça, c'est un axe qui est très prioritaire aujourd'hui dans le cadre de notre initiative RG Famille. C'est pas toujours évident parce qu'effectivement, euh, le manager peut être en première ligne et en ligne directe par rapport aux collaborateurs concernés, mais pas toujours. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas forcément simple parce que le manager a malheureusement, je suis moi-même manager, a souvent une charge très importante et il n'a pas que l'infertilité à gérer. Il a beaucoup de cas difficiles à gérer. Donc, c'est comment on l'aide, comment on l'accompagne, comment on lui donne des outils pour qu'il puisse se débrouiller dans ce genre de situation, parce que c'est pas toujours évident. Comment on le coach aussi, parce qu'effectivement, hein, il faut aussi que le manager ait une relation de confiance avec ses collaborateurs pour qu'ils aient envie de lui en parler aussi. Comment le manager va démontrer que ça ne va pas stopper sa carrière, ou en tout cas le limiter dans sa carrière, ou le mettre au placard, comme l'évoquait Maëva, en tout cas les commentaires qui ont été faits dans l'enquête. Donc voilà, donc cette sensibilisation manager, je pense que c'est encore un axe sur lequel Microsoft peut s'améliorer aujourd'hui. Et c'est un sujet qu'on souhaite prendre avec mon équipe, hein, parce que je suis pas toute seule aujourd'hui au sein de cette ERG Famille, qu'on souhaite aussi travailler, parce que je pense que c'est des clés qui sont importantes et qui sont pas toujours évidentes à mettre en place, parce que le manager a déjà une charge très importante dans son quotidien. Merci Marie. Alors j'ai plein de questions. Juste, je voulais préciser que Microsoft s'est engagé aussi pour le mois de sensibilisation. Donc c'est aussi la volonté du mois de sensibilisation, que tous les acteurs sociaux puissent se saisir de ce sujet-là pour qu'on réfléchisse tous ensemble. Mhm. Mais moi j'ai une question, soit à Arnaud, soit à Fatoumata, parce que là, Microsoft, c'est l'exemple idéal d'un grand groupe, mais il y a aussi toutes les personnes qui travaillent soit dans des établissements publics, par exemple les hôpitaux ou à l'éducation nationale, et aussi les gens qui travaillent dans les petites entreprises ou très petites entreprises. Donc je sais pas, Arnaud, si vous avez quelque chose par rapport à ça, et même Fatoumata dans la pêche à la sensibilisation auprès de ces petites entreprises. Arnaud, tu veux y aller? D'accord, merci Fatoumata. Bon, je vais être assez court parce que
L'enjeu majeur, à mon avis, hein, c'est de savoir convaincre le manager de la nécessité de l'écoute. Et bien sûr que dans une PME, dans une ETI, on n'aura pas peut-être la force de frappe ou de conviction d'une grande entreprise comme Microsoft, mais tant que les managers ne se seront pas glissés dans des pratiques managériales beaucoup plus orientées vers l'écoute, vers l'empathie, vers le soutien, ils y perdront. Ils y perdront en turnover, en difficulté de recrutement, en difficulté d'engagement. Donc, au-delà de la taille du groupe, c'est une véritable posture managériale qu'il faut arriver Mmh. à changer. Et il existe bien sûr des manières de sensibiliser les managers, que ce soit les conférences comme aujourd'hui, que ce soit des actions comme celle de Fatoumata. Et il faut absolument dire aux managers que ça les regarde. Ce n'est pas une question d'organigramme, ce n'est pas une question de RH, c'est une question d'incarnation humaniste du management. Et ça, est-ce que justement, est-ce que les étudiants sont sensibles à cette nouvelle manière d'envisager le management ou? Alors, il me semble, j'aurais du mal à vous garantir que c'est vrai pour tous les étudiants, mais je crois très sincèrement que nous sommes confrontés à des générations qui nous donnent des raisons d'être optimistes dans le respect des uns des autres. Vous voyez, par exemple, quand Marie évoquait tout à l'heure la marque employeur, on sait aujourd'hui que le respect des normes de diversité et d'inclusion est un facteur d'attractivité pour les jeunes générations. Donc, Mmh. c'est important. On sait qu'un management respectueux, empathique, beaucoup plus horizontal que le strict exercice d'un pouvoir vertical est un attendu majeur de ces jeunes générations. Donc oui, on a des raisons d'espérer parce que la pression, d'une certaine manière, des futurs collaborateurs se met en œuvre sur les entreprises. Et c'est peut-être, même si c'est un peu cynique, la meilleure des raisons d'espérer. Mmh. Et sur, Et sur peut-être oui, sur les établissements publics aussi ou sur les petites entreprises? ouais, Fatoumata? alors moi le point que j'ai sur les on accompagne, une ETI et une entreprise dans le retail qui est beaucoup plus petite, donc l'ETI c'est 4 000 collaborateurs, l'entreprise dans le retail c'est 300. Collaborateurs et collaboratrices. Et ce qui est vraiment très, spécifique à des tailles plus petites que les grands groupes, c'est vraiment le cadre de confiance à implémenter, le cadre de confidentialité. Par exemple, on a un questionnaire qu'on envoie, aux collaboratrices, et aux collaborateurs pour mesurer l'impact de la santé des femmes sur les progressions de carrière. Il est anonyme et quand on va le faire donc, dans le retail, c'est par point de vente. On va pas mentionner le point de vente parce qu'on sait que Mmh. quand on est trop petit et ben, si je dis, ben, 5 personnes, du point de vente, de l'avenue, Montaigne, ont répondu ça, et ben, Mmh. on sait qui c'est. Donc du coup, nous, on va dans la manière dont on va designer la restitution des réponses, on va le prendre en compte et on va plutôt faire de l'agrégation anonyme, voilà, commune. Et sur la partie, service public, ce qu'on a constaté, c'est quand même qu'il y a encore moins la culture du bien-être Mmh. dans le service public, voire quasi inexistante. Quand bien même c'est souvent les personnes qui prennent soin des autres. Et ça, c'est un vrai défi, je trouve, pour, nos sociétés actuelles, notamment quand on regarde les 10 industries qui recrutent le plus de femmes, elles sont concentrées dans des industries assez précaires. Mmh. Donc assez précaires, mais avec des salaires, voilà, qui sont pas des hauts salaires, avec un manque de flexibilité. Par exemple, dans les solutions, on va souvent dire, permettre la flexibilité. Mais quand on est infirmière ou vendeuse en boutique, on n'a pas de possibilité de faire du télétravail. Donc je trouve qu'il y a une vraie réflexion aussi, qui est peut-être de manière beaucoup plus, en termes de politique publique et je pense que c'est plutôt à des organisations comme le collectif BAMP justement, voilà, de pouvoir comprendre comment est-ce qu'on peut réorganiser ou en tout cas transformer les cultures de ces organisations qui concentrent majoritairement des femmes dans des industries précaires et qui du coup ne vont pas aller trouver des budgets pour faire des ateliers de sensibilisation ou créer l'espace pour pouvoir
en parler ou pas en parler de son parcours PMA ou de sa condition de santé. Voilà, donc je trouve que c'est encore une autre réflexion, mais qui est hyper intéressante. Et sur les petites entreprises, c'est vraiment créer le cadre de confiance et faire en sorte de protéger la confidentialité, parce que plus on est petit, Mm. plus on a des risques. Et tous les risques qui ont été partagés par le rapport, j'aimerais pouvoir dire qu'on vit dans des sociétés égalitaires, où on n'a pas de discrimination, qu'on peut tout partager, etc. Mais il y a des vrais risques et on ne serait pas sur cette visio si il n'y avait pas eu en effet des Mm. cas de discrimination très forts, voilà, sur des sujets intimes qui ont été partagés à des RH ou à des managers. Oui, ça c'est un sujet très important, la confidentialité. C'est quelque chose qui revient tout le temps, même dans l'évolution de la loi. C'est-à-dire que les personnes, enfin, certaines personnes concernées se disent que si cette question des autorisations d'absence était sous couvert de confidentialité, mais après je ne sais pas comment les entreprises peuvent gérer ça. Marie, vous avez peut-être une réponse par rapport à ça. Ça rassurerait tout le monde. Mais en même bon, ok. Mais je me dis finalement, c'est on continue à cacher un peu les choses. Et donc on ne serait pas dans cette progression qu'on évoque là d'une société qui soit plus bienveillante, plus empathique, qui accepterait mieux l'articulation de la vie privée avec le champ professionnel. Mais c'est un gros sujet parce que c'est une menace pour les personnes qui s'inquiètent de ça. Et est-ce que ça peut être la solution? Voilà. Mais moi, je vais me permettre, Virginie, une partie de réponse qui répondra peut-être à une question de Marie-Joëlle là, qui est en ligne. En fait, je pense que c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que cette confidentialité est forcément importante pour certaines personnes, moins pour d'autres. Moi, je vais même donner une autre donnée, hein, c'est si ce congé effectivement était à disposition, est-ce que tout le monde le prendrait et comment ils le prendraient effectivement, est-ce qu'ils ont envie d'en parler? Je pense qu'il faut laisser au choix, enfin aux collaborateurs le choix de faire comme il en a envie. Il y a des gens qui ne souhaitent pas partager ce genre de choses, ils veulent juste avoir un cadre bienveillant pour pouvoir s'absenter sans question, pour pouvoir s'isoler sans question et pas être stigmatisé. Je pense que justement l'entreprise et la culture n'est pas assez encore évoluée et j'espère que nos propres enfants vivront pas ça. Pour que ce soit blanc ou noir, ce soit bah, on en parle entièrement ou on cache les choses. Il faut, je pense, laisser la possibilité aux collaborateurs de le faire. Je vais me permettre de répondre un peu à Marie-Joëlle, parce que moi, j'ai eu malheureusement souvent ce genre de discussion dans mes entretiens annuels, parce que donc nous, chez nous, nous avons une core priorité, donc une priorité annuelle qui tourne autour de la diversité et de l'inclusion. Et il y a des collaborateurs qui nous reprochent, qui ne souhaitent pas aborder ces points dans leur entretien annuel en disant ça ne fait pas partie de mon travail et je ne veux pas mélanger effectivement, je ne veux pas mixer ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et je pense qu'il faut laisser le choix aux collaborateurs. Il faut pouvoir ouvrir la porte en leur disant c'est possible de le faire, tu es en confiance. Ça peut être effectivement sous anonymat et confidentiel ou ça peut ne pas l'être. Mm. Parce que certaines personnes ne le feront pas, en tout cas ne se sentiront pas de le faire, mais en tout cas elles auront une cadre bienveillant en se disant c'est pas grave, je peux me permettre de le faire. Et je pense que c'est ça toute la difficulté, même pour le manager, hein. Parfois on a en face de nous des gens qui n'ont pas envie de s'adresser à nous parce que c'est culturel, parce que c'est comme ça, parce qu'on mélange pas les deux. Et je pense que s'immiscer dans l'intimité, comme le dit Marie-Joëlle, en fait, c'est vraiment le collaborateur qui doit décider de le faire maintenant. Quand on a besoin de s'absenter pour des rendez-vous médicaux, dans la plupart des entreprises, il faut se justifier. Surtout quand on est dans un magasin, comme disait Fatoumata, ou quand on est dans une entreprise publique, etc. Quand on est en télétravail, c'est beaucoup plus facile de le cacher. Et c'est là où je pense que l'entreprise doit trouver le bon degré pour pouvoir laisser le champ des possibles à l'employé, de pouvoir le faire, mais de respecter au fait qu'il ne souhaite pas en parler. Et donc ne pas prendre les jours associés ou ce genre de choses. Je vais donner un Mm. exemple. Nous, on a un congé d'aide aux proches aidants chez Microsoft qui est assez conséquent puisque ça représente 4 semaines supplémentaires qu'on peut prendre. Mais on n'est pas obligé de justifier pour quelle raison on le prend. On n'est pas obligé d'expliquer la raison spécifique pour laquelle on... Et en fait, il y a plein de gens chez Microsoft qui prennent ce congé juste en faisant une demande, effectivement, aux ressources humaines, sans rentrer dans le détail de la demande avec un certificat médical ou un justificatif. Et ça, je pense que c'est important parce que ça laisse au collaborateur la possibilité de rester sous confidentialité ou sous anonymat s'il n'a pas envie de partager. Donc, c'est trouver ce juste milieu qui effectivement laisse quand même la possibilité aux collaborateurs bah, de rester dans l'intimité de son sujet personnel, quoi. D'accord. Alors,
Avant que je pose ma question suivante à Arnaud, si les personnes qui assistent au webinaire veulent poser des questions, surtout n'hésitez pas. Arnaud, moi, je me posais la question de savoir... Est-ce que Ah, je on peux t'entend faire plus. un complément à... Oui, vas-y. Non, c'était pas C'est le bon? haut. Ouais, c'est bon. C'est là, c'est le réseau qui est un petit peu Oui, trop chaotique. Ah, flûte. C'est Non, bon. je disais que ce qu'évoquait Marie, c'est le cœur du sujet de management aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans une société complexe qu'on ne peut plus manager autrement qu'au quasi cas par cas. On ne peut plus prendre des modèles sur étagère qui s'appliquent à tout le monde. Alors, ça d'accord. rend le management évidemment difficile, mais passionnant. Et moi, je crois beaucoup à la notion de pacte, plus qu'à la notion de contrat. Ce qui dorénavant devrait lier un manager à ses collaborateurs, c'est dans un cadre défini un pacte. Parce qu'en effet, ce qui est bon pour l'un, pour l'une, n'est pas forcément attendu par l'autre. Et le travail du manager, c'est de descendre à ce niveau de proximité avec la personne. D'accord. Et justement, on a parlé tout à l'heure des étudiants, mais est-ce que dans la culture des groupes de managers, de RH, est-ce qu'il y a dans les conférences qui sont faites en France, qui rassemblent les managers, est-ce que ces sujets-là sont abordés, cette manière de faire du management autrement? Est-ce que des entreprises qui ont des propositions innovantes ou intéressantes sont mises en avant? Est-ce que vous voyez ça aussi ou... C'est pareil, ça Alors, commence un peu, mais oui, c'est la tendance. C'est la tendance. Par exemple, vous prenez l'association de la gestion des ressources humaines en France. Le dernier congrès était sur la diversité et sur les situations sensibles. hmm, Donc, on est vraiment sur ces logiques-là. Il va falloir un peu de temps avant que ça arrive jusqu'à tous les niveaux de toutes les entreprises. Mais clairement, aujourd'hui, le management qui est enseigné et le management qui est proposé n'est plus un management vertical et déshumanisé tel qu'il a pu l'être dans d'autres décennies. Donc, on est vraiment dessus. Le management inclusif, le management responsable. L'Association française des managers de la diversité sort dans 3 semaines un livre sur le management inclusif. Comment d'accord. justement prendre en compte les problématiques D&I. Donc, c'est vraiment l'air du temps. Bah, merci beaucoup. On va peut-être répondre aux questions. Alors. Justement, c'est une question que j'avais notée sur mon papier, l'impact des absences, parce que voilà, on cherche des solutions, mais quand le salarié justement doit s'absenter, comment c'est géré concrètement? Et je vois qu'il y a une question aussi qui va un peu dans ce sens-là. Comment doivent se traiter les absences côté employeur en termes de rémunération? Étant dans une PME, j'ai été la première à réclamer le droit de ces absences et la direction a eu de grosses difficultés à trouver cette information et sans certitude, ils traitent finalement les heures comme des heures travaillées. Euh, le cadre de la loi, en tous les cas, pour les autorisations d'absence, après Marie, vous avez peut-être une réponse complémentaire ou différente, mais le cadre de la loi actuellement, c'est les temps d'absence pour les parcours d'assistance médicale à la procréation sont considérés comme du temps de travail effectif. Et l'information, je pense qu'elle est dans tous les livres du droit du travail et les livres qui servent au RH à gérer tout ça. On appelle des absences autorisées. Voilà. Oui, donc c'est Et du temps de travail effectif et c'est du travail, une absence qui est rémunérée. Donc c'est ça le cadre légal qui est prévu et l'employeur n'a pas le droit de ne pas rémunérer ses absences à ses salariés. oui. Et peut être... Et ce qui est souvent reproché aussi aux autorisations d'absence telles qu'elles sont actuelles pour les parcours d'AMP, c'est il y a certaines choses qui restent floues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre, il n'est pas indiqué dans la loi, vous êtes autorisé à vous absenter 7 heures par semaine ou 7 heures par mois. Parce que justement, ça permet d'une certaine souplesse. Et une autre problématique qui revient souvent et à laquelle, en tant qu'association, on réfléchit et on voit comment on peut arranger les choses, c'est la question du temps de trajet.
qui est nécessaire pour aller au rendez-vous, éventuellement revenir au travail. Et là, pareil, le législateur à l'époque n'a rien fixé, mais sur le même principe que les autorisations d'absence pour suivi de grossesse, parce que bah, on peut pas dire, enfin, si on mettait une limite, hein, il y a beaucoup de gens qui se retrouveraient hors de cette limite. Voilà. Donc je sais pas si comment vous gérez ça chez Microsoft ou Fatoumata, je sais pas si tu as d'autres expériences. Je lis les autres questions en attendant. Ouais. Non, mais sur les absences, c'est très intéressant parce que je trouve que c'est vraiment un angle mort dans les organisations. Déjà, on ne communique pas forcément c'est-à-dire on peut communiquer des fois sur la base légale existante, mais sans rappeler l'exécution. Et c'est vrai que, par exemple, quand on va à l'hôpital, je pense à Cochin parce que j'en parlais avec une infirmière, elle me parlait des actes qui demandent une forme de sécurité médicale. Quand on va faire une échographie, on n'a pas forcément besoin de la sécurité médicale. C'est-à-dire, je viens, je fais l'échographie, je fais la prise de sang, je retourne travailler. Quand on fait un recueil de sperme ou une ponction, on a un acte médical qui peut nécessiter une sécurité médicale. Et même à l'hôpital, ils n'ont pas forcément toujours ils proposent pas les mêmes absences, en fait. Et je Mm. trouve qu'il y a un vrai manque de clarté de manière générale sur ce sujet des absences sur la base légale et que pour une entreprise, ça pourrait être vraiment une action vraiment assez simple que les équipes RH pourraient mettre en place en coordination avec la médecine du travail s'il y a une médecine du travail. Mm. Et communiquer via des lettres d'information. Ça peut être fait en soutien avec le collectif BAMP sur les validations, etc. Et le communiquer à tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme. Et je trouve que ce manque de clarté contribue aussi à cette anxiété. Et d'ailleurs, l'infirmière à Cochin, elle me disait justement, il y a très peu. Elle dit, on demande, on demande systématiquement si les personnes souhaitent avoir le document pour l'absence. Mm. Et elle dit, Mm. la grande majorité des gens ne veulent pas que je leur fasse le document. Mm. C'est quand même. Et je trouve qu'il y a vraiment un angle mort là sur ces sujets absence Mm. et exécution de ces absences, en fait, en fonction des types d'interventions qu'on est amené à faire. Mais d'ailleurs, dans Ok. l'étude, il y a un chiffre intéressant, c'est que 53% des salariés interrogés indiquent avoir eu des difficultés pour les prendre ou ne pas les avoir prises. Et si on regarde dans le détail, 18% ont eu des difficultés, c'est-à-dire ils ont dû vraiment se battre avec leurs employeurs ou eu une fin de non-recevoir face à eux. 14% ne savaient pas que cela existait. Donc, c'est-à-dire que, et puis moi, je peux en témoigner, moi j'ai un parcours d'AMP depuis 4 ans, j'étais à la direction d'une agence de communication et je n'étais pas du tout au courant de ces autorisations d'absence avant de rentrer de m'engager au sein du collectif. On ne m'en a jamais parlé et je gérais ça un peu grâce au télétravail, etc. Et je compensais la nuit. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est important vraiment de sensibiliser, de remettre de la communication au sein des entreprises, ne serait-ce que pour clarifier le cadre légal. C'est quand même un cadre légal, c'est pas une entreprise qui souhaite en faire plus, c'est-à-dire que c'est encadré aujourd'hui. Il y a un autre chiffre aussi, 14% n'ont pas voulu les utiliser par peur de représailles. Et donc il y a aussi ce que vous disiez tous, un peu voilà, des cas de ces personnes qui ne veulent pas en parler, qui font tout pour le cacher parce que dans ce contexte de manque de confiance, justement des entreprises où c'est encore tabou, où on n'en parle pas, donc il y a vraiment cet enjeu de... Alors les gens sont libres d'en parler ou pas, mais peut-être que ces gens voilà, qui n'en parlent pas, c'est parce qu'ils ont toutes ces peurs. Et 6% n'ont pas pu les utiliser. Donc là, c'est-à-dire que voilà, on leur a dit non, no Mm. go. Donc, il y a vraiment un sujet, je pense, et au-delà des entreprises, même du point de vue des élus, de comment, mais là, il y a la loi a été améliorée dernièrement grâce à la proposition de Prisca Thévenot, mais au-delà du vote de cette loi, il y a un sujet de comment la faire appliquer. Et pour la faire appliquer, il faut aussi que nos institutions poussent pour un plan d'information, de communication et de formation de ces entreprises. Et on l'a vu Mm. d'ailleurs dans le rapport de Stéphanie Ries sur la ménopause, c'est un des axes.
la formation des entreprises. Et tant que quelque part, il n'y a pas cette dynamique collective qui est mise en place, bref, incitée aussi par les institutions, il y a peut-être que voilà, c'est aussi pour ça que les choses ne bougent pas. Donc il faut vraiment qu'il y ait et les entreprises et les institutions qui s'engagent sur cette voie et sensibilisent à ce sujet. Alors Arnaud, juste avant de vous donner la parole, sur la personne qui voulait des précisions sur le temps de travail effectif. C'est du temps de travail effectif, que ça soit pour la femme qui va à son rendez-vous ou l'homme qui va à son rendez-vous. Là, ça, c'est du temps de travail effectif. Et il faut bien distinguer les autorisations d'absence et les absences, enfin les arrêts maladie, qui sont vraiment deux choses différentes. Et dans le parcours d'AMP, les autorisations d'absence sont plutôt à appliquer pour tous les rendez-vous du parcours qui ne nécessitent pas une hospitalisation. Par contre, quand il y a une hospitalisation, donc soit pour monsieur, parce qu'il doit se faire opérer pour un problème au niveau des testicules ou un examen qui nécessite une hospitalisation, ou madame, et c'est souvent la ponction et le transfert, là, vous êtes couvert par un arrêt maladie. Donc l'employeur, là, il n'a pas à récupérer quand vous êtes en autorisation d'absence quelque chose auprès de l'assurance maladie. Non, c'est vraiment deux situations différentes. Voilà, Arnaud. Euh, Je voulais faire un complément à propos de ce qu'évoquait Maëva. Il est vrai, et bien sûr, que chacun doit être libre de dire ou de ne pas dire. Mais quand on mène des études au niveau du management et de la réception par le management, il y a un concept qui s'appelle le soutien organisationnel perçu. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la perception que mon management, ma RH me soutiendra? Si oui, je suis plus libre de partager mon état que si j'ai la perception que je ne vais pas être soutenu. C'est-à-dire que pour laisser la liberté aux personnes, il faut quand même que l'entreprise envoie des signaux positifs aux personnes. Sinon, ce n'est pas une vraie liberté. Donc ce soutien organisationnel perçu, il est déterminant dans la capacité à dire ou de ne pas dire. Zut, j'avais mon micro fermé. Donc, comme il y a beaucoup de gens qui travaillent ici et qu'il faut que le temps de travail soit aussi un moment où on puisse prendre du temps pour manger, pour couper un peu, je vous propose de terminer dans 10 minutes. Comme ça, on répond aux questions qui restent. Et puis, si vous voulez faire un dernier, ajouter quelque chose, messieurs, dames. Donc, le temps de travail. Moi, j'avais une réflexion sur le temps de travail parce qu'il y a eu cette nouvelle loi qui est passée en juillet 2025, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui ouvre le nombre d'absences de manière illimitée aux hommes également. Et je trouve qu'il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui sont toujours à 3 absences. Et il y a une réflexion sur voilà, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette information soit plus connue, en fait, Hmm. et comment aussi sensibiliser les hommes, parce que ça peut être aussi comme le congé paternité où on peut l'implémenter et ils ne le prennent pas, à vraiment s'approprier ces absences illimitées pour accompagner, être plus présent. euh, voilà, hors recueil de sperme nécessitant des biopsies ou autres, mais simplement être en partenaire pour les personnes qui, elles, peuvent passer plus de temps à l'hôpital quand elles doivent faire des échos ou des prises de sang. Donc, je ne sais pas si dans vos réflexions, c'est des sujets qui sont arrivée suite à cette nouvelle loi et comment est-ce qu'elle elle peut être amplifiée. Mais aujourd'hui, j'ai encore une entreprise qui m'a dit qu'elle avait trois absences pour les hommes. Et donc, je me dis, ben, ils n'ont pas l'info, en fait. Hmm, hmm. Bah oui, oui, ça prend du temps de faire monter les informations. Quand on avait obtenu les autorisations d'absence en 2016, pour que l'information déjà arrive dans les documents officiels qui sont à disposition des RH, il avait fallu un petit moment. Et puis, il y a tout le temps du travail d'éducation. Je comprends pas pourquoi. Et après, on explique, mais comment ça marche? Et tout ça, ça prend du temps.
Et même, donc, il y a une question aussi sur du côté médical dans les centres d'AMP. Nous, en tant qu'association, on a, je sais pas où est ma caméra, on a un petit flyer comme ça qui est aussi sous format affiche, qu'on distribue à tous les médecins qu'on voit. On leur laisse des petits flyers comme ça pour qu'ils puissent les donner à leurs patients. Parce qu'effectivement, l'information, elle doit, voilà, être aussi à la source. Quand on rentre dans le parcours, il faut qu'on puisse obtenir toutes les informations nécessaires au bon déroulement du protocole et du parcours d'AMP. Et ce sujet de l'articulation entre l'AMP et le travail est un sujet essentiel. Donc, on informe les médecins. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Non, il y a juste une question, j'ai du mal à y répondre sur la notion du temps associé. Bah, Attends. c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Les autorisations d'absence, légalement, le législateur n'a pas mis de cadre. Il aurait pu dire une demi-journée par semaine. Il aurait pu dire 1 heure par jour. Mais finalement, faire ça, ça aurait bloqué vraiment la situation parce qu'il y a des personnes qui n'habitent pas forcément proche de leur domicile et donc pas forcément proche de leur centre d'AMP et qui vont devoir partir plus tôt ou arriver plus tard le matin. Ça va leur prendre 2 heures, alors que peut-être la même personne dans la même entreprise qui sera juste à côté de son centre d'AMP, elle sera en retard de 5 minutes. Donc la gestion se fait différemment. Et si le législateur avait mis un temps fixe dans ses autorisations d'absence, on aurait été vraiment bloqué. Mais je sais que ça pose souci aux employeurs parce que justement c'est flou. Alors voilà, Arnaud ou Marie, je sais pas comment vous gérez ça. Mais moi, je Comment vais me permettre de rebondir, Virginie, là-dessus, parce qu'effectivement, bon, je voulais déjà intervenir tout à l'heure, mais en fait, la vraie différence de Microsoft, et c'est la vraie force, hein, je crois que ça a été évoqué par Maëva quand elle a présenté l'étude, c'est la flexibilité du temps de travail. Et dans les petites entreprises, c'est pas la même. Et il y a des métiers qui le permettent pas, on l'évoquait tout à l'heure. Je pense que ça, en dehors des parcours d'AMP, chez Microsoft, la vraie force, et on la voit pour les grossesses, on le voit pour le care et les congés proches aidants, en fait, c'est on est au résultat chez Microsoft. Donc, quelque part, l'employé qui fasse son travail le matin très tôt, entre midi et 2 ou le soir, tant que les résultats soient là, il a une flexibilité, il peut se permettre de travailler de chez lui, de chez son client. Voilà. Et je pense que ça, c'est la vraie force qui permet, dans ces parcours compliqués, comme tu viens bien de l'exprimer, Virginie, que parfois ça va prendre 2 heures, parfois ça va prendre 5 minutes, le collaborateur peut organiser son temps de travail comme il le souhaite. Et ça, pour le coup, ça ne sera pas regardé ni par le management, ni par les ressources humaines. C'est la force d'une entreprise comme Microsoft, mais malheureusement, ce n'est pas implémentable partout. Et en plus, c'est culturel. Donc, Arnaud l'évoquait bien tout à l'heure. Comment on change ce paradigme? Comment les entreprises font évoluer? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là l'année dernière dans le cadre plus global de la famille. C'est que finalement, effectivement, c'est comment on fait évoluer les mentalités d'entreprise et la manière de travailler. Et ça, malheureusement, bah, ça va prendre du temps et chez certaines entreprises, c'est le cas. Dans d'autres, malheureusement, ça prendra plus de temps. Donc, c'est là la vraie difficulté. D'où le besoin de discuter, d'avoir un manager ouvert et bienveillant ou d'avoir une personne sur laquelle se reposer. Mais l'application n'est pas la même selon les tailles d'entreprise, clairement. Oui, donc Ce, c'est un ce qui a- vrai. pardon, Vas-y. ce qui nécessite le passage de l'égalité à l'équité. Mm. C'est-à-dire qu'un traitement égalitaire, c'est très bien quand tout le monde est pareil. À partir du moment où il y a des écarts de situation, et tu le disais très bien, Virginie, entre la personne qui est proche de son centre de PMA par rapport à la personne qui est loin, le principe d'égalité peut créer de l'injustice alors même qu'il est fait pour réparer. Donc l'équité, dans l'équité, diversité, inclusion, l'équité est là précisément pour remettre de la justice là où l'égalité, avec des bonnes intentions, avait créé de l'injustice. Et précisément, ce que dit Marie, ce qui est possible chez Microsoft l'est pas chez un industriel avec des productions, et pourtant, les gens ont les mêmes droits. Donc c'est l'équité qui va venir corriger cette inégalité. Mais ce que j'ai compris, Arnaud, de ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, c'est que là, il y a un vrai enjeu d'éducation, de déconstruction des entreprises elles-mêmes et du management dans les entreprises pour que justement on arrive
finalement, à ce que la plus grande partie des personnes puissent bénéficier de ces droits et puis de pouvoir voilà, bien vivre ce moment où on a besoin d'articuler un peu plus ou de façon un peu différente notre activité professionnelle avec les événements de la vie et bien au-delà de l'assistance médicale à la procréation. Donc c'est un vrai travail de fond là, que les entreprises doivent faire pour changer de référentiel en fait. Oui, c'est une révision conceptuelle quasi totale. Nous avons en 40 ans totalement changé de monde du travail. Hmm. Bon, est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Sinon, on se sépare. Ouais, je voulais juste préciser que c'était l'autorisation c'est pas que pour les hommes, c'est pour les partenaires aussi. Oui, c'est Hmm. important d'intégrer voilà, les notions de famille moderne dans tous ces sujets également. Oui, tout à fait. Bah, je vous remercie beaucoup pour ce webinaire très intéressant. Il y aura il y aura un autre webinaire qui aura lieu demain soir, si je ne me trompe pas, sur ce sujet-là, mais là plutôt du côté des salariés et des personnes en parcours d'AMP. Et sachez que voilà, au sein de l'association, on est très très attaché à faire changer les choses et à ce que tout ce qu'on vient de dire puisse être possible pour le plus grand nombre et avec des partenaires donc comme Ninti ou Arnaud Lacan. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Merci à tous. Merci, Bonne au journée. revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.